Le 9 août 2020, des ambulanciers sont rentrés dans un appartement de Birmingham, au Royaume-Uni, et ont découvert une mère désemparée assise à côté du corps sans vie de sa fille. Mais ce qui semblait être le chagrin d'une mère n'était que la façade d'une réalité plus sombre. C'est l'histoire effrayante de Nikki Priest et de sa fille, Kylie. Naissance de Kylie. À 18 ans, la plupart des gens sont pleins d'enthousiasme et ont des projets pour l'avenir alors qu'ils entrent dans l'âge adulte. Mais pour Nicola Priest, ou Nikki comme tout le monde l'appelait, les choses étaient un peu différentes. Au lieu de rêver d'aller à l'université ou de parcourir l'Europe en sac à dos, elle attendait l'arrivée de son premier enfant. Le 31 janvier 2017, juste avant d'avoir 19 ans, Nikki a accueilli une magnifique petite fille qu'elle prénomme Kylie Jade. L'identité du père de Kylie reste un mystère, mais un homme nommé Dan Gregory est entré un peu de temps dans la vie de Nikki après son accouchement. Pour Kylie, Dan était la seule figure paternelle qu'elle connaissait. Il l'a comblée d'amour et l'a traitée comme la sienne. C'est un peu réconfortant de savoir que Kylie avait quelqu'un qui tenait à elle, d'autant plus que sa propre mère avait du mal à lui montrer son amour. Selon la sœur de Nikki, Catherine Priest, Nikki avait eu du mal à élever un enfant et se plaignait des devoirs parentaux tels que nourrir Kylie. Catherine se souvient d'un moment où leur mère s'était énervée parce que Nikki avait emmené Kylie au parc sans manteau pour rencontrer un garçon et était restée dehors tard jusqu'à 23h. Cet incident a conduit Nikki à quitter la maison familiale et à les couper de sa fille. Catherine a également mentionné que Nikki semblait toujours se mettre en premier. Lorsqu'ils vivaient avec leur mère, Nikki confiait souvent ses responsabilités parentales à d'autres, afin qu'elle puisse passer son temps sur son téléphone à publier des photos, des vidéos et des diffusions en direct sur les réseaux sociaux. Une fois, Nikki a même envoyé à Catherine un message affirmant que Kylie s'était blessée à l'œil en se précipitant vers une porte et qu'elle avait l'air d'avoir été frappée, puis a terminé le message avec un emoji riant. Cela vous emmène vraiment à vous demander si Kylie a réellement été frappée, pas vrai ? Mais Catherine n'était pas la seule à avoir des histoires comme celle-ci à partager. Après que Nikki ait quitté la maison familiale, elle est allée vivre avec Dan, qui vivait toujours avec sa mère, Lisa Dixon. Lisa se souvient de la façon dont le style parental de Nikki a changé à mesure que Kylie grandissait. Elle a vu Nikki devenir stricte et parfois même cruelle. Lisa a vu Nikki utiliser des châtiments corporels, comme frapper ou gifler pour discipliner Kylie non pas une, mais 6 fois. De plus, April Cooper, une locataire du même immeuble que la mère de Dan, a affirmé avoir entendu Nikki élever la voix sur Kylie, qui avait à peine 1 an, et lui dire « Je vais te huer ». Et pendant que Dan et Nikki étaient ensemble, c'est Dan qui a assumé l'encadrement de Kylie. Il s'est assuré qu'elle l'était prise en charge, divertie, baignée et aimée, pendant que Nikki dormait ou se concentrait sur la publication de ses vidéos de danse sur TikTok. Et maintenant, que savons-nous de Kylie ? Il existe 2 photos d'elle et des cas où elle est apparue avec sa mère dans des vidéos TikTok. Cependant, il n'y a pas grand-chose sur le genre d'enfant qu'elle était. Était-elle une fille girly qui aimait des poupées et des robes, ou préférerait-elle courir dehors et se salir dans la boue ? Malheureusement, nous ne le saurons jamais avec certitude et c'est encore plus déchirant que sa propre mère ne le sache probablement pas non plus. Selon Dan, cependant, Kylie était une enfant heureuse et pétillante, mais malheureusement, cela allait bientôt changer. En mars 2019, quelques semaines après que Nikki ait donné naissance à son petit garçon, elle et Dan ont décidé de mettre fin à leur relation. Nikki avait découvert que Dan la trompait alors qu'elle était enceinte, et Dan en avait assez de son comportement égocentrique. Nikki et ses 2 enfants ont fini par déménager dans l'appartement 14 sur Stone Ridge Crescent, dans le quartier de Kingshurst à Birmingham, au Royaume-Uni. Et c'est là que la vie de Kylie a pris fin tragiquement. Joyeuse et pétillante, plus maintenant. Lorsque vous pensez à une chambre de petite fille, qu'imaginez-vous ? Vous pourriez imaginer des murs roses, des affichages de princesses, peut-être un tapis moelleux et des rideaux scintillants. C'est le rêve de la plupart des petites filles, pas vrai ? Mais pour Kylie, ce rêve n'était que cela, un rêve. Au lieu d'un espace magique, sa chambre était vide. Pas de rideau, pas de tapis, pas même un vrai lit, juste un matelas sale par terre. Et à l'extérieur de la pièce, elle avait une petite table de jeu où elle mangeait et passait la plupart de son temps, seule et abandonnée. C'est navrant de penser à quel point la réalité de Kylie était différente de ce qu'elle méritait. D'un autre côté, Nikki était occupée à publier des vidéos de danse sur TikTok apparaissant principalement comme une jeune femme célibataire sans enfant. Cependant, de temps en temps, elle présentait Kylie dans ses vidéos. En regardant ces vidéos maintenant, sachant ce qui est arrivé à Kylie, il est choquant de voir à quel point Nikki a agi différemment à huis clos. Plus tard au procès, une ancienne babysitter a révélé que Nikki utilisait souvent un langage offensant envers Kylie et exprimait ses regrets de la voir. Elle l'a même vu Nikki gifler Kylie à plusieurs reprises. Un incident a piqué Kylie qui courait autour de son petit frère et ne l'écoutait pas lorsqu'on lui demandait d'arrêter. Et quand elle l'a pleuré pour avoir de la nourriture et a été ignorée par Nikki, elle l'a piqué une colère et a mis une couverture sur la tête de son frère. Cela a conduit Nikki à craquer. Elle s'est approchée de Kylie et l'a giflé, lui a tiré les cheveux puis l'a traîné jusqu'à sa chambre. Lorsque la porte de la chambre s'est rouverte, la
babysitter a vu Kylie allongée sur le sol froid de sa chambre. La babysitter a déclaré « Nikki ne faisait que jurer. Elle n'arrêtait pas de traiter Kylie de petite gosse. J'allais emmener Kylie. J'avais peur de ce qu'elle ferait pendant mon absence à cause de ce qu'elle l'a fait pendant que j'étais là. Mais j'ai dû rentrer chez moi à pied. » De plus, Charlotte Cliff, qui vivait dans l'appartement en dessous de Nikki avec son mari et ses 2 fils, a déclaré qu'elle entendait toujours Kylie pleurer et crier. Cela semblait arriver presque tous les jours. Charlotte a également mentionné qu'elle pouvait entendre Nikki crier et hurler après Kylie, avec des cris et des disputes constants. Elle se souvient avoir entendu Nikki dire à Kylie de s'en aller et de la laisser tranquille. Charlotte a ajouté qu'elle n'avait jamais entendu de bruit joyeux venant de l'appartement, mais malheureusement, les choses allaient empirer pour la pauvre Kylie. Le nouvel homme. En mai 2020, juste après que Nikki ait rompu avec Dan, elle a commencé à sortir avec Callum Redfern, un homme qu'elle connaissait depuis 8 ans. Leur relation est devenue sérieuse assez rapidement. La sœur de Nikki, Catherine, a mentionné qu'au début de leur relation, Nikki lui avait dit qu'elle voulait un jour avoir des enfants avec Callum. Nikki a même suggéré que Callum emménage avec elle et ses enfants, mais il n'était pas encore prêt pour cela. Callum a en fait 1 an de moins que Nikki, il est donc logique qu'il ne soit pas prêt à être père à plein temps de 2 jeunes enfants. Même si Callum n'a pas emménagé, il a quand même passé beaucoup de temps à l'appartement 14 avec Kylie. L'ami le plus proche de Callum, Matthew Allport, a mentionné plus tard qu'il avait vu Nikki et Callum discipliner Kylie, mais il n'y a pas prêté attention. Il a déclaré « J'ai vu cela plusieurs fois, 1 ou 2 fois par jour, mais pas tous les jours. Kylie pleurait pendant quelques minutes, puis tout irait bien. » Mais en repensant à ce qui s'est passé, Matthew aurait aimé faire les choses différemment, comme s'occuper de Kylie lui-même. Maintenant, revenons à Nikki. Même si elle avait 2 jeunes enfants à charge, Nikki aimait dépenser beaucoup d'argent, non pas pour ses enfants, mais pour son nouvel homme. Au début de leur relation, Nikki a donné à Callum 900 livres pour s'acheter une BMW parce qu'elle était éperdument amoureuse de lui, selon Matthew. Même si elle avait des dettes, un loyer en souffrance et des enfants à charge, Nikki a utilisé le crédit universel dont elle disposait pour vivre pour le véhicule, comme l'a expliqué Matthew. Il semblait que Callum était plus que disposé à profiter de la générosité de Nikki. Lorsqu'ils sont allés à Londres pour acheter la voiture, il s'est avéré qu'elle coûtait en réalité 600 livres, mais Callum a gardé les 300 livres supplémentaires pour lui et a dit à Matthew de se taire à ce sujet. Non seulement cela, mais Callum a déjà été impliqué dans une poursuite policière avec le fils de Nikki et Kylie dans la voiture. Il était donc clair qu'il n'était pas intéressé à remporter le prix du petit ami de l'année et la relation se dirigeait manifestement vers le désastre. Mais ni Nikki ni Callum ne semblaient s'en rendre compte, laissant la pauvre Kylie en payer le prix de sa propre vie. Une expérience de vie écourtée. Le 9 août 2020, des sirènes ont retenti alors que les médecins, des agents et des forces de l'ordre et des experts légistes se précipitaient vers Stonebridge Crescent. Leur destination ? L'immeuble où vivaient Nikki et ses enfants. Plus précisément, ils se dirigeaient vers l'appartement 14 où Kylie avait tragiquement connu sa fin après avoir été battue à mort. La grande question qui préoccupait tout le monde était « Qu'était-il arrivé à Kylie, la fille autrefois pleine de vie qui méritait bien plus dans la vie ?» Les murs de l'appartement 14 ne peuvent peut-être pas nous le dire, mais les images de vidéosurveillance de la veille nous éclairent un peu sur la situation. Cela révélait une relation mère-fille pour le moins inquiétante. En regardant les images, vous pourriez confondre Nikki et Kylie avec des inconnus obligés de partager un ascenseur. Kylie leva les yeux vers sa mère pour attirer son attention, tandis que Nikki semblait plus intéressé par son propre reflet dans le miroir. Alors qu'il quittait l'immeuble pour se rendre au parc local, Nikki marchait devant Kylie sans lui tendre la main ni même vérifier si elle la suivait. Malheureusement, ces images ont capturé les derniers instants de la vie de Kylie. Après avoir passé quelques heures au parc, Nikki et Kylie sont retournées à l'appartement où elles ont ensuite été rejointes par le petit ami de Nikki, Callum et son ami Matthew. Plus tard au tribunal, Matthew a partagé son point de vue sur les événements de cette nuit fatidique. Il décrit comment la soirée avait commencé comme les autres. Lorsqu'il arriva à l'appartement, Kylie était déjà en pyjama rose et blanc, en train de manger un dîner froid à sa petite table. Après le dîner, Kylie a joué dans l'appartement pendant que les 3 adultes fumaient de la marijuana sur le balcon. Vers 19h, Matthew était dans le salon, Nikki était toujours sur le balcon et Callum mettait Kylie au lit, un processus qui a pris environ 10 minutes. Matthew entendit alors des voix étouffées lorsque Nikki rejoignit Callum dans la chambre de Kylie, mais il ne savait pas de quoi il parlait. Callum et Nikki ont passé du temps seuls dans la chambre de Nikki pendant que Kylie faisait trembler la porte de l'escalier alors qu'elle voulait jouer. Ses supplications ont été ignorées et finalement elle l'a abandonné et s'est couchée. Mais peu de temps après, Matthew a entendu Callum crier « Nikki, Kylie est malade !» Callum et Nikki sont ensuite allés baigner Kylie. Après environ une demi-heure, Kylie était de nouveau au lit. Pendant ce temps, Matthew n'a jamais réellement vu Kylie ni ce que Callum et Nikki faisaient réellement. Quand il y repensa, Matthew dit qu'il ne se souvenait pas que Kylie soit tombée malade ou même qu'elle l'ait pleuré. Il était intrigué par la présence continue de Callum dans la chambre de Kylie après qu'elle soit censée se coucher et ne faisait aucun bruit. Quoi qu'il en soit, environ 40 minutes après que Kylie ait été remise au lit, Matthew a remarqué un changement dans l'humeur de Callum. Il a dit « Allez, allons-y ».
Avant de partir, Callum s'est arrêté dans la chambre de Kylie et a murmuré « Bonne nuit, je te verrai demain ». Matthew a mentionné que la porte de l'escalier était fermée et que Callum l'a enjambée. Et c'était la version de Matthew de l'histoire, mais l'ami de Callum n'a été témoin que d'une partie de ce qui s'était passé. Les messages textes pourraient faire de la lumière sur ce qui se passait réellement dans l'esprit de Callum et de Nikki cette nuit-là. Le 8 août, à 23h14, Nikki a répondu à un SMS de Callum posant des questions sur Kylie en disant « Elle est toujours malade ». Callum a alors demandé « Pourquoi? Que se passe-t-il » Nikki a répondu « Rien bébé, elle se sentait juste malade et maintenant elle l'est. Elle s'énerve quand je vais la voir bébé ». Callum a ensuite demandé si Kylie avait encore vomi dans son lit, ce à quoi Nikki a répondu que Kylie se sentait juste malade. Elle a ensuite complètement changé de sujet pour exprimer à quel point Callum lui manquait et a apprécié leur moment ensemble. « C'était tellement agréable de te voir aujourd'hui, tu m'as vraiment manqué mec, j'ai adoré ça et je t'aime. » Callum a répondu « Moi aussi » et ils ont échangé un « Je t'aime ». Cela ressemble à un comportement étrange de la part d'une mère inquiète, vous ne trouvez pas ? Le même soir, Nikki a également reçu un message d'une amie lui demandant conseil et elle a répondu « Je sais ce que tu ressens, je te parlerai demain ». Maintenant, pensez-vous que Nikki ignorait vraiment la gravité des blessures de sa fille ou est-ce qu'elle s'en fichait ? Et était-elle vraiment inconsciente des horreurs qui l'attendaient le lendemain ? Eh bien, revenons sur d'anciens textes entre Nikki et Callum qui ont été partagés au tribunal, révélant que les deux tourtereaux n'étaient peut-être pas aussi innocents qu'ils le paraissaient. Le 24 juillet 2020, quelques jours avant la mort de Kylie, Nikki a envoyé un texto à Callum disant « Je vais la tuer ». Elle a ajouté « Parce qu'elle continue de quitter le salon ou d'aller dans la cuisine, alors je l'ai fait pâlir et je l'ai giflé pour avoir chié dans sa couche ». Callum a répondu « Bien, donne-lui une pour moi ». Nikki lui a dit « Bien sûr bébé ». 3 jours plus tard, Callum a envoyé un message à Nikki en lui disant « Je vais garder ce petit morveux loin de moi. J'en ai marre de ta fille. Ces messages-ci vous semblent-ils normaux ?» Et n'oublions pas que Kylie n'est pas simplement décédée, sa vie a été écourtée. Appartement 14, désormais scène de crime. Le 9 août, bien que l'heure prévue du décès de Kylie soit à minuit, Nikki n'a appelé les services d'urgence qu'à 11h11 du matin, heure à laquelle Kylie était déjà décédée depuis longtemps. Lorsque Caitlin Harper, une apprentie ambulancière, est arrivée sur les lieux, elle a trouvé la porte ouverte, entrouverte. En entrant dans l'appartement, elle s'est annoncée et une voix féminine l'a appelée. Elle a ensuite trouvé Nikki en détresse dans la chambre de Kylie, pleurant et criant « Je ne pense pas qu'elle soit en vie !» Kylie était allongée sur le sol, inconsciente, le corps raide et les lèvres violettes, indiquant qu'elle était décédée depuis un certain temps. Caitlin fut surprise de voir que Nikki n'essayait pas de réanimer Kylie, comme le télécommunicateur du service d'urgence lui avait demandé de faire. De plus, Nikki ne tenait même pas la main de Kylie et n'essayait pas d'établir un contact avec sa fille. Non seulement cela, mais la pièce était sombre et lorsque Caitlin a demandé à Nikki de mettre la lumière, elle lui a dit que l'ampoule était cassée depuis un moment et n'avait pas été changée. À ce moment-là, Caitlin a regardé autour d'elle et a remarqué que la pièce était tout sauf aimante. Il n'y avait pas de housse de couette sur le drap, sur le matelas, pas de drap sur le matelas, Kylie était censée dormir, pas de rideau ni de store à la fenêtre et pas de tapis au sol. Et le matelas sur lequel Kylie était censée dormir était également très sale. Il y avait encore une chose que Caitlin remarqua. Il y avait une accumulation de sang sur le torse de Kylie, signe d'une grave hémorragie interne. Lorsque Caitlin a demandé à Nikki ce qui s'était passé, Nikki a expliqué qu'elle avait mis Kylie au lit à 19h30 et que Kylie avait été malade 3 fois la nuit précédente. Elle a mentionné que la dernière fois qu'elle l'avait observé Kylie, c'était à 22h30 et qu'elle l'avait malheureusement trouvée sans vie à son réveil à 10h30. Nikki a déclaré qu'elle avait essayé de pratiquer la RCR sur Kylie, mais qu'elle l'avait arrêtée lorsque les ambulanciers sont arrivés parce qu'elle était devenue trop bouleversée. Lorsque Caitlin a demandé si Kylie avait eu des blessures récentes, Nikki a mentionné nonchalamment qu'il y a 2 semaines, Kylie était tombée de sa table de jeu et s'était cognée la tête. Bien que Kylie ait vomi après la chute, Nikki a affirmé qu'il n'y avait pas d'autres blessures et que Kylie semblait bien, avec juste une diminution de l'appétit. Caitlin et ses collègues ont décidé d'enquêter plus en profondeur et ont découvert des marques inquiétantes, des ecchymoses et des écorchures rouges sur tout le corps de Kylie lorsqu'ils ont retiré son haut de pyjama. La police a été appelée et, voyant les blessures, a déclaré l'appartement scène de crime. L'un des collègues de Caitlin, Paul Woodcock, a observé que Nikki semblait désemparée pendant toute cette épreuve. Il l'a déclaré, elle avait l'air un peu comme si ses pensées étaient dispersées et se déplaçant sans se concentrer sur quoi que ce soit de spécifique. Elle n'était pas dans la chambre, elle l'était dans les autres parties de l'appartement. Mais je ne peux m'empêcher de demander si elle était vraiment bouleversée parce que sa fille venait de mourir ou parce que la police était simplement intervenue. Et souvenez-vous à quel point Nikki était folle de Callum. Eh bien, tout a changé lorsque la police est intervenue. Elle n'a pas perdu de temps à jeter Callum sous le bus, affirmant que Kylie allait bien jusqu'à ce qu'il se présente dans l'appartement. Mais pourquoi s'en est-elle prise si vite à lui? Peut-être parce qu'elle savait parfaitement ce que la police trouverait en creusant plus profondément. Il a été déterminé que la cause du décès de Kylie était un traumatisme contondant à la poitrine, à l'abdomen et aux côtes. Tout le monde se demandait comment
comment un enfant pouvait subir des blessures aussi graves. Il était évident que Kylie n'était pas simplement tombée d'une table, un adulte avait définitivement causé ses blessures. Le docteur Dewey Evans, pédiatre consultant, l'a confirmé plus tard. Il l'a déclaré, ces nombreuses marques trouvées lors de l'autopsie représentaient de multiples blessures contondantes subies par Kylie, des blessures principalement causées par un adulte et non par l'activité quotidienne d'un enfant à cet âge. Il a même comparé les blessures à celles d'un enfant heurté par une voiture, c'est-à-dire qu'elles étaient vraiment graves. Il a également révélé que Kylie avait des blessures plus anciennes, comme des côtes cassées et des fractures, ce qui indique un schéma de maltraitance. Le jour même où le corps de Kylie a été retrouvé, Nikki et Callum ont été placés en garde à vue, Nikki pour négligence volontaire envers un enfant et Callum pour mauvais traitement volontaire. Ils ont ensuite ajouté une accusation de meurtre après avoir trouvé des abus antérieurs, des preuves d'abus antérieurs. Cependant, tous deux ont été libérés sous caution pendant que l'enquête se poursuivait. Les conséquences. Après la mort soudaine et tragique de Kylie, tout le monde a été sous le choc. Debbie Windmill, la grand-mère de Kylie, a reçu un appel frénétique de Nikki l'informant de la nouvelle dévastatrice. Debbie a décrit Nikki comme étant désemparée et incapable de parler clairement. Dans un état d'incrédulité, Debbie a contacté Callum pour plus d'informations. Sa réponse par SMS n'a fait qu'ajouter à ses soupçons. Je suis tout aussi dévasté, je l'aimais comme ma fille. Je l'ai découvert il y a seulement quelques heures. On me raconte différentes histoires, je n'ai rien fait d'autre que de sangloter et de pleurer. Les messages vagues de Callum ont laissé Debbie mal à l'aise. Alors que la conversation se poursuivait, Debbie a découvert que sa fille a été arrêtée et qu'il y avait quelque chose de suspect autour de la mort de Kylie. Mais comment Callum a-t-il appris la nouvelle et pleurait-il vraiment ou sanglotait-il toute la journée comme il le prétendait? Selon son ami Matthew, rien de tout cela ne s'est réellement produit. Il a dit que vers midi, lui et Callum étaient en train de se détendre chez Matthew lorsque Callum était sur son téléphone en train de parcourir Facebook et semblait soudainement bouleversé. Matthew a demandé ce qui n'allait pas et Callum a dit qu'il lui dirait dans un instant. Mais le temps passait et Matthew n'avait toujours aucune idée de ce qui se passait. Ce n'est qu'à 15h que Callum a largué la bombe en disant « Tu ne devineras jamais ce qui s'est passé. Kylie est décédée. » Matthew était choqué et se demandait pourquoi Callum ne lui avait pas dit tout de suite puisqu'ils étaient des meilleurs amis. Callum essaya d'expliquer qu'il attendait le bon moment où il serait seul, mais ils étaient déjà seuls. Alors, que se passait-il réellement dans la tête de Callum? Malgré le message de Callum à Debbie selon lequel il était dévasté, Matthew a déclaré qu'il n'avait jamais vu Callum pleurer et que la mort de Kylie semblait être juste un inconvénient pour lui. Dans sa déclaration à la police, Matthew a déclaré « Tout ce qui le préoccupait, c'était que Nikki ne serait plus en mesure de lui procurer une autre voiture. Il n'a ni travail, ni argent, ni amis. » Et alors que les soupçons continuaient de croître autour de Callum et Nikki, en particulier après leur arrestation, d'autres ont dû pleurer la perte tragique de Kylie qui n'a jamais atteint son 4e anniversaire. Dan Gregory, qui était une figure paternelle pour Kylie, a eu le cœur brisé par la nouvelle. En réponse, il a créé une page GoFundMe pour aider à couvrir les frais funéraires et créer un mémorial en son honneur. De plus, toute la communauté semblait unie dans le deuil de la jeune fille, avec sa rue ornée de photos et son visage souriant, ainsi que des fleurs et des ours en peluche laissés en hommage. Et puis il y avait Nikki, également en deuil mais visible sur tous les réseaux sociaux. Mère endeuillée ou à la recherche de vues. Après avoir été libérée sous caution, Nikki s'est rendue sur TikTok pour partager une vidéo d'elle-même essuyant ses larmes et synchronisant une chanson triste sur ses lèvres. De plus, des compilations d'anciennes vidéos et photos de Kylie ont également été publiées avec des légendes telles que « RIP ma chérie, maman t'aime, mon ange ». Beaucoup ont vu ces vidéos non pas comme une mère en deuil, mais comme une accro aux réseaux sociaux cherchant sa propre dose d'empathie. Les spéculations sur les véritables sentiments de Nikki n'ont pas duré longtemps, car les vidéos de deuil ont rapidement disparu et elle a recommencé à publier des vidéos de danse et des critiques de maquillage. C'était comme si elle l'avait oublié que sa propre fille avait perdu la vie à cause d'elle. Et même si rien ne pourrait ramener Kylie, la loi pourrait-elle lui rendre justice? Le jugement. Au cours du procès de Nikki et Callum, l'accusation a critiqué leur récit contradictoire sur ce qui est arrivé à Kylie, les qualifiant de fragiles et pleins d'incohérences. Bien que Kylie ait été blessée au cours des semaines précédentes, l'accusation a fait valoir que les blessures les plus graves ayant entraîné sa mort se sont produites le 8 août lorsque Nikki et Callum étaient ensemble. Selon leur récit, Nikki et Callum voulaient passer du temps seuls, mais Kylie n'arrêtait pas de les interrompre. Ils ont affirmé qu'ils avaient fini par la battre sévèrement, avec l'intention de lui faire du mal ou de mettre fin à ses jours. Ainsi, tous deux furent tenus responsables de cette issue tragique. Callum et Nikki ont tous deux nié les accusations de meurtre. Callum a insisté sur le fait qu'il n'avait jamais été seul avec Kylie cette nuit-là et qu'il ignorait que Nikki l'avait maltraité auparavant. D'un autre côté, l'équipe de défense de Nikki a fait valoir que seul l'échec absolu dans le rôle parental de la mère était de laisser Callum entrer dans la vie de sa fille. Nikki a admis avoir eu des moments de frustration en élevant la voix et en recourant occasionnellement à la discipline physique, mais elle a déclaré qu'il y avait toujours des limites et a nié avoir jamais utilisé une force excessive.
Selon le récit de Nikki, c'est Caleb qui avait dépassé ses limites. Elle l'a déclaré. Cela a commencé par de petits tapotements, puis cela a empiré. On pouvait l'entendre crier, il y a plusieurs fois où j'ai entendu des bruits de coups de poing. Nikki a également raconté sa version des faits du 8 août. Elle a déclaré qu'elle avait emmené sa fille au parc, et lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle ne lui tenait pas la main, Nikki a répondu « Elle aime marcher seule, elle aime courir ». Puis ils retournèrent à l'appartement où ils furent rejoints par Caleb et Matthew. Nikki a affirmé que lorsque Caleb avait emmené Kylie au lit, il avait sorti la tête par la porte et avait dit avec colère « Elle vient de me mordre ». Apparemment, Caleb aurait ensuite discipliné Kylie d'une manière qui la faisait pleurer. Nikki a rappelé à Caleb l'âge de Kylie, mais il l'a répondu « Elle l'a mérité ». Plus tard, après avoir couché Kylie, Nikki est sortie sur le balcon pour fumer avec la porte fermée. À son retour, Matthew était dans le salon et Caleb avait disparu. Elle pensait qu'il était allé aux toilettes jusqu'à ce qu'elle l'entende dire que Kylie était malade. Nikki a trouvé sa fille en train de pleurer au lit et malade sous les draps. Lorsqu'elle a demandé à Caleb pourquoi Kylie était malade, il a répondu qu'il ne le savait pas. Nikki a également remarqué une marque sur la poitrine de Kylie. Après avoir donné un bain à sa fille et l'avoir bordée, Caleb a demandé à Nikki une tasse de thé et de jus pour Kylie. Alors qu'elle était dans la cuisine, Nikki a entendu des bruits forts provenant de la chambre de Kylie. J'ai entendu des claquements. Je pense qu'il était 3 ou 5 heures. C'était de plus en plus fort. J'ai couru vers la chambre et elle se tenait le ventre. Quand Nikki a demandé à Caleb ce qui s'était passé, il a dit qu'il l'avait giflé Kylie pour s'être levée du lit. Étonnamment, Nikki n'y a pas beaucoup réfléchi et a quitté la pièce. Nikki a ensuite déclaré que Caleb ne l'avait suivi que quelques minutes plus tard et qu'il traînait dans le salon. Elle s'attendait à ce que Caleb passe la nuit comme il le faisait habituellement le week-end, mais Caleb a dit qu'il voulait partir. Elle a mentionné qu'elle avait passé le reste de la nuit à prendre soin de Kylie et à envoyer des SMS à un ami et à Caleb qui n'arrêtait pas de poser des questions sur l'état de Kylie. Selon Nikki, vers 10h du matin, Kylie avait arrêté de vomir et s'était endormie. Lorsque Nikki s'est réveillée le lendemain, vers 10h du soir, Kylie avait arrêté de vomir et s'était endormie. Lorsque Nikki s'était réveillée le lendemain matin, elle a décidé de laisser Kylie dormir. Elle a utilisé son téléphone, préparé du thé et pris une pause cigarette, n'ayant aucune idée des cauchemars et flashbacks qui la entraient bientôt dans cette journée fatidique. Lorsqu'elle est allée réveiller sa fille, les bras de Kylie étaient froids et son corps était raide. C'est à ce moment-là que la mémoire de Nikki était floue. Elle l'a déclaré au tribunal. Je me souviens juste d'être tombée par terre et d'avoir crié. Elle a ensuite téléphoné à Caleb et lorsqu'on lui a demandé pourquoi, elle a répondu « Je voulais savoir ce qu'il avait fait à ma petite fille ». Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle n'avait pas immédiatement appelé les services d'urgence, elle a répondu « J'avais peur, je savais pas comment j'allais l'aborder ». Elle a mentionné qu'il était difficile pour elle de leur parler de ce que Caleb avait fait. Elle a déclaré « J'avais peur de dire ce qu'il avait fait. J'avais peur qu'il s'en prenne à moi et me fasse du mal, alors je voulais rien dire à la police ». D'un autre côté, la défense de Caleb a fait valoir que Nikki était trop concentrée sur les réseaux sociaux et se souciait davantage de son téléphone que de sa fille. En réponse, Nikki a déclaré « J'aime danser, cela ne veut pas dire que je n'aimais pas ma fille ». Le message texte qu'elle a envoyé à Caleb disant « Je vais la tuer » a également été mentionné. Pour sa défense, elle a expliqué « Elle avait été vilaine. C'est juste sorti comme ça, cela ne veut pas dire que j'allais le faire ». Concernant l'état de la chambre de Kylie, Nikki a mentionné qu'elle manquait d'argent. Elle a admis « Je suis d'accord que ce n'était pas une place pour une petite fille, mais j'allais arranger ça ». Quant aux témoins qui l'ont vu être violente avec sa fille, Nikki a affirmé qu'ils mentaient tous et essayaient de la piéger. Le 7 août 2021, bien que Nikki et Caleb aient nié tout acte répréhensible, ils ont tous deux été reconnus coupables d'homicide involontaire. Nikki a été condamné à 15 ans de prison, tandis que Caleb a été condamné à 14 ans. S'exprimant par la suite, l'inspecteur détective Adam Jobson, qui était en charge de l'enquête, a déclaré « Je pense malheureusement pas que nous saurons un jour pleinement ce qui s'est passé, mais une chose est claire. Nikki Priest a laissé tomber sa fille. Elle n'a pas réussi à la protéger et elle devrait être, en tant que la mère de cette petite fille, la seule personne qui aurait dû être capable de la protéger. »